Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, au moins une dizaine de personnes sont mortes dans un accident. Le bilan est lourd, c'est à hauteur de Sagna, une localité située entre Malem Hodar et Kaffrine. Le procès de Barthélémy Diaz se poursuit. Aujourd'hui, les plaidoiries des avocats de la défense. La baisse de l'électricité annoncée par le président Macky Sall est loin d'être un cadeau pour le consommateur. C'est selon l'ancien ministre des Finances, Moussa Touré, qui déclare que l'État a fait une économie de 300 milliards par rapport au prix du baril du pétrole. 37e édition de la Ziara de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Muntaga Ahmadou Tall. Tout est prêt pour accueillir les fidèles qui commencent déjà à venir. Adama Barrow attendu cet après-midi à Banjul. Le président de la Gambie, nouvellement élu, quitte Dakar après un séjour de 10 jours. L'actualité internationale, les titres. Bonjour Sornana. Bonjour Antoine Diouf. Série d'arrestations au Tchad. 5 autres membres de l'opposition ont été interpellés alors qu'ils participaient à une réunion de leur parti. L'opposition parle de harcèlement et d'intimidation. Au Mali, des mouvements armés signataires de l'accord de paix d'Alger se sont retrouvés autour d'une table. Ils ont évoqué les blocages liés à l'application de cette entente sur le terrain. Nous parlerons également, Antoine, de la RDC où les exactions ont augmenté de 30% en 2016. Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le journal de la CAN, le menu. Nous parlerons aujourd'hui du bilan du premier tour de cette 31e édition avec beaucoup de surprises. Vous aurez le bilan avec Migui Maramga, également des réactions du côté de la tanière par rapport au quart de finale qui va opposer le Cameroun au Sénégal. Ce sera un match difficile, estime le milieu de terrain Pape Alundia. Vous aurez sa réaction avec notre envoyé spécial Cheikh Tidjane Diagne, ainsi que le reportage de Yves Antonio Ogola avec les supporters sénégalais établis dans la capitale gabonaise, ainsi Antoine Diouf, souvenir de Cannes avec Pape Boubacar Gadiaka. Assure la chronique d'Abdoulaye Diaye et la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au moins 10 personnes sont mortes. C'est le bilan d'un accident violent survenu entre un minicar et un camion immatriculé Mali qui sont entrés en collision. Oui, les deux véhicules. C'est sur la route de Kaffrine, à hauteur du village de Sagna, entre Malem Hodar et Kaffrine. Un directeur d'école retrouvé mort, la corde au cou. C'est dans l'arrondissement de Sindian, département de Bignona. La gendarmerie a ouvert une enquête, Labinba. Selon les proches de la victime, Amadou Tamba, un homme âgé d'environ 60 ans, a été retrouvé pendu, la corde au cou, relié à une branche d'un arbre, le corps flottant. La découverte a eu lieu hier aux environs de 18h, après plusieurs heures de recherche menées par ses proches. L'homme en question est un directeur d'école. Ses proches peinent à trouver justification à l'acte posé par leurs parents. Bakadi Tamba, son jeune frère, est sous le choc. Bon, moi-même, je ne peux pas, parce que l'émotion je ne peux pas vous expliquer le pourquoi mon grand frère s'est suicidé comme ça. Vous ne savez pas pourquoi il s'est pendu? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il avait des problèmes ou des difficultés qui pouvaient expliquer l'acte qu'il a posé? Bon, je pourrais qu'il a des difficultés, mais bon, le grand a été entouré par tout le monde, hein, ses petits frères, même un de ses petits frères qui vient de l'Espagne là. Celui qui devait l'amener aujourd'hui en Gambie, c'est un marabout là. Finalement, les faits se sont passés comme ça. Mais moi, ce que je peux dire, en toute sincérité, il s'est préparé. Parce que c'est lui qui a acheté sa propre porte et son percal. Il est venu. Mais comme un grand frère, nous ne pouvons pas vérifier son sac pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans son sac. L'homme s'est-il lui-même pendu comme le soutiennent ses proches ou s'agit-il d'un crime crapuleux? Les spéculations vont bon train sur cette affaire qui défraie la chronique dans la zone de Signan. Sans doute que l'enquête ouverte par les hommes de la brigade de gendarmerie de Bignona aidera à trouver une réponse à cet énorme inconnu. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, toujours.
Dans l'actualité judiciaire, après l'audience d'hier qui a duré de longues heures, le procès de Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf se poursuit. Hier, le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre le maire socialiste de Sicap Sacré-Cœur Mermoz. Et aujourd'hui, ce sont les avocats de la défense qui vont faire leur plaidoirie. À l'instant, la rentrée solennelle des cours et tribunaux, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 300 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal a amassé sur le prix du baril du pétrole. Propos de l'ancien ministre des Finances Moussa Touré. Et c'est pour cette raison qu'il soutient que la baisse du coût de l'électricité est loin d'être un cadeau pour le consommateur. En plus de cela, Moussa Touré parle de l'augmentation des taxes tous azimuts sur certains produits. Il dénonce tout cela. Il est au micro d'El Hadj Assane. 10% c'est pas mal. Mais moi je pense que d'après les calculs que j'ai faits sur la baisse du prix du baril de pétrole depuis la mi-2014 à nos jours, cela a fait économiser à la Sénélec plus de 300 milliards de francs CFA. Alors dire aux Sénégalais qu'on fait une baisse de 10% qui représente 30 milliards, ça fait 1/10 de ce montant-là. Donc c'est loin d'être un cadeau, comme certains se plaisent à le dire, mais tout de même, il faut prendre. Il faut prendre et demander plus. Et plus, ça aurait dû être une baisse de 30 à 35% de la facture d'électricité des Sénégalais. Voilà un peu ce qui a créé, dans un premier temps, une satisfaction de ma part, comme la part de tous les Sénégalais, mais déjà, comme je connais leur pratique, ça a créé une suspicion, et de cette suspicion-là est venue la réflexion, l'investigation, et j'ai découvert que c'était presque un coup fourré. C'est pas une escroquerie, un coup fourré, et comme je l'ai dit dans un papier récent, sous le bouquet. Pourtant, il pourrait vous rétorquer que les 250 milliards économisés ont servi à d'autres secteurs clés pour la vie des Sénégalais. J'aurais accepté si moi j'ai constaté de mes yeux que cela est vrai. Mais El Hadj Assane, lorsque on nous dit qu'on installe le Haut Conseil des collectivités territoriales avec un budget de 6 milliards, une institution qui, vraiment, il faut le dire, on n'est pas pour contre qui que ce soit, ne sert pas à grand chose dans le contexte actuel du Sénégal fatigué. Moussa Touré, l'invité de l'émission Yonvi avec El Hadj Assane Gueye de 15h30 à 16h30 sur RFM. Journée internationale de la douane, c'est aujourd'hui à Kaolack. Les soldats de l'économie qui contrôlent la zone centre qui est très vaste et difficile à superviser évoquent un manque de moyens pour effectuer un contrôle plus efficace. Kaolack, Ibrahima Dame. Apparemment, la zone centre est l'une des zones les plus difficiles en matière de contrôle douanier. C'est une zone frontalière relativement très vaste, difficile d'accès, indique le colonel Alioune Ndiaye, chef de la subdivision des douanes de Kaolack. La région centre est une région assez délicate, assez difficile, pour deux raisons principalement. La première, c'est que déjà, la situation géographique ne favorise pas un contrôle efficace. Et vu que nous avons des zones d'accès difficiles, nous avons des zones également drainées par un réseau hydrographique assez dense, ce qui fait que c'est des zones où il est parfois très difficile d'accéder. L'autre élément, c'est que nous sommes aussi dans une région où les populations n'adhèrent pas automatiquement à l'action du service des douanes. À toutes ces difficultés s'ajoute l'insuffisance d'éléments et le manque de moyens matériels pour lequel le chef de la subdivision lance son appel. Aujourd'hui, le ventre mou au niveau de la surveillance, c'est l'effectif. Parce que nous avons des unités où nous avons au maximum 4 éléments, ce qui est assez compliqué pour des pentières très larges. Donc je crois que l'urgence serait aujourd'hui d'abord de doter de suffisamment d'éléments différentes unités de surveillance. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est aussi de nous appuyer en moyens logistiques. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a des zones d'accès difficiles. Il faudrait aussi que l'on mette à notre disposition des moyens roulants adéquats pour véritablement sillonner de manière assez efficace la frontière. La subdivision des douanes de Kaolack a profité de cette journée internationale pour incinérer ses saisies annuelles évaluées à 1 tonne de chanvre indien en plus des médicaments prohibés. Ibrahima Diame, Kaolack, Radio Futur Média. Et
après cette saisie de drogue à Kaolack hier, 30 kg de chanvre indien. La brigade de douane donc du pont Noiro a mené cette opération dans le cadre d'un contrôle de routine. Le trafiquant a été interpellé dans un bus avec ses paquets disséminés dans un sac. Il a été remis au procureur de Kaolack après l'interrogatoire de la police. Les recettes faites par la douane sénégalaise contribuent grandement au budget national et elles ne cessent de croître. De 500 milliards de francs CFA en 2012, elles ont atteint le cap des 650 milliards en 2016. Binta Diallo. La douane sénégalaise est un véritable soldat de l'économie, véritable contributrice, pour ne pas dire la bienfaitrice de notre budget national. Les recettes douanières ne cessent de croître d'année en année. De 500 milliards de francs CFA en 2012, elles sont passées à près de 700 milliards de francs CFA en 2016. Malgré tout, les autorités pensent qu'elles peuvent mieux faire et se projettent d'ailleurs sur 1000 milliards de francs CFA sur les 5 ans à venir. Comme quoi, les autorités tablent sur la douane et sur les impôts pour soutenir le plan de décollage économique du pays. La mission économique de la douane sénégalaise ne se limite pas seulement à renflouer les caisses de l'État, elle fait bénéficier aux entreprises formelles un régime douanier leur permettant de mieux faire face à la concurrence. Un régime favorable à l'exportation et à la mise à la consommation sur le territoire national. Au-delà de cette mission économique, la douane intervient également au plan social, sanitaire et sécuritaire. La lutte contre le trafic des stupéfiants, la douane sénégalaise en fait aussi son affaire. Rien qu'en 2016, près de 20 milliards de francs CFA, la valeur estimée des drogues saisies. La douane sénégalaise a un champ d'intervention vaste. Mission fiscale également, les soldats de l'économie présents aux frontières apportent également leur concours à d'autres administrations. Binta Diallo, importante production de choux à Diogo dans la commune de Daro Khoudoss. 54 000 tonnes sont récoltées par an, mais il y a problème puisque le produit pourrit faute de magasins de stockage, mais aussi du fait de la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. Les producteurs veulent être aidés. Correspondant Cheikh Anta Diop. Des centaines de tonnes de choux sortent des terres de Diogo, pour ainsi dire que cette localité, considérée comme la capitale du chou dans la zone d'Enyai, reste un important grenier dans ce domaine. Ngagne Diop, le secrétaire général de l'association des maraîchers de Diogo. Notre village Diogo, c'est le grenier de la production du chou au Sénégal. On capitalise 54 312 tonnes de production commercialisée annuellement dans le marché ici à Diogo. 18 milliards 922 millions 220 francs CFA. Seulement, ces producteurs maraîchers sont confrontés à de sérieuses difficultés de conservation et de commercialisation. Des tonnes de choux pourrissent dans les champs, faute de magasins de stockage. Pourrissent dans les champs et au marché même, à cause de la technique culturelle qu'on utilise ici dans la zone. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques qu'on utilise dans la production des Niaï, qui favorisent la pourriture des produits maraîchers, parce qu'on ne peut pas les conserver si longtemps. Ils ne savent pas les limites, ils mettent à volonté les produits chimiques dans les champs. Nous demandons aussi à des bailleurs pour qu'ils nous aident à faire beaucoup de formations à la base même au niveau des producteurs pour qu'on puisse parer à d'éventualités. On n'a pas de magasin de stockage, ça manque dans la zone. Du fait d'une très bonne récolte cette année, les maraîchers de Diogo ont organisé la journée du chou à travers une très belle fête. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Codestria, meilleur think tank en Afrique. À cette occasion d'ailleurs, une grande table ronde sur le rôle des think tanks est prévue cet après-midi à 15h au Codestria. 12h14 minutes. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est le début de la 37e édition de la Ziara de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Muntaga Ahmadou Tall. Ce n'est pas encore l'affluence pour l'heure. Les techniciens trouvés sur place s'affairent autour de quelques petits réglages avant l'arrivée des fidèles en grand nombre. Reportage d'Ainaba Seydouba. L'explanade de la mosquée est presque vide. Pas beaucoup de monde. Seuls les techniciens s'affairent autour de la bâche. Des camions de vidange sont stationnés dans l'enceinte, sûrement pour s'occuper des toilettes publiques avant le rush.
Les pèlerins ne sont pas encore là, mais déjà le petit commerce s'installe. Aminata Bari et son ami viennent de Keur Massar. Nous sommes venus étaler nos produits en attendant l'arrivée des pèlerins. Nous sommes là toutes les années et nous vendons des perles, des colliers, etc. Nous prions pour être présentes à toutes les ziyaras. Les journées de la ziara omarienne, la 37e du genre, s'ouvrent officiellement ce vendredi avec un colloque sur l'œuvre et l'héritage de Thierno Mountaga Tall. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. La Force nationale pour le renouveau de l'éducation demande que la date du 19 avril soit reportée. La FNRE veut une date consensuelle. Son secrétaire général Oumar Seck est au téléphone d'El Hadj Ndiogou. Parce que le 19 avril, on va faire les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation. Au mois de mai, on va faire les élections de représentativité avec les organisations syndicales. Le mois de juillet aussi, ça sera les élections législatives. Alors donc, tout cela, les enseignants vont participer à ces différentes élections. Et je pense que c'est à des périodes assez successives et très rapprochées. Et nous demandons à M. le ministre de revenir sur ça, de reporter ces élections, qu'on puisse avoir le temps de nous concerter avec la classe syndicale et tous les autres acteurs qui doivent participer à ces élections-là, afin de trouver une date consensuelle. C'est ça que nous demandons exactement. M. le ministre chargé de ces élections, M. Mansour Sy, a déjà pris date pour le 19 avril. Alors qu'il y a déjà des préalables qu'il fallait régler, parce que nous étions dans le processus et dans la dynamique d'établir des instruments de consensus. Alors, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, dans l'organisation de ces élections, parce que c'est pour une première fois. Au niveau de notre cadre, l'UDEP, l'Union pour la défense de l'école publique, il y a deux organisations syndicales qui sont en contentieux. Et le contentieux n'a pas été vidé jusqu'à présent par le tribunal. Et puis aussi, nous, au niveau de notre formation syndicale, la FNR que je dirige, nous n'avons aucunement reçu notification pour une quelconque candidature à ces élections de représentativité, alors qu'il y en a d'autres syndicats qui ont reçu des plis et des correspondances à cet effet. Direction Banjul, la capitale de la Gambie, qui attend Adama Barrow. Le nouveau président de la Gambie donc rentre chez lui cet après-midi après avoir séjourné au Sénégal pendant une dizaine de jours. Jo Maron, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Comment cette arrivée est préparée à Banjul? Oui, il faut retenir tout simplement, Antoine, que des véhicules des forces de la CEDEAO, des gendarmes qui circulent à Banjul et autres villes, quelques drapeaux flottants aussi. Le décor qui annonce déjà le retour du président gambien, Adama Barrow, qui rentre à 16h, heure locale, avec un volet spécial. Et il sera donc entouré de quelques conseillers et proches collaborateurs. Peu d'informations pour le moment sur le programme du président Adama Barrow. Mais certains membres de la coalition qui l'a porté au pouvoir souhaitent tout simplement l'accueillir au stade de Bakau, à quelques kilomètres de Banjul. À son arrivée, il devra rencontrer des membres de cette coalition pour la formation du gouvernement. Une lourde tâche qui l'attend, parce qu'il faut retenir tout simplement qu'il doit évaluer le travail de l'ancien régime sur beaucoup de secteurs, l'économie, la justice, la démocratie, la liberté d'expression, et préciser que Barrow ne sera pas au palais pour le moment, donc il ne sera pas au palais. Il lui est déconseillé d'occuper les lieux parce que des choses mystiques, dit-on, sont laissées ici par son prédécesseur Yaya Jammeh. Sur le plan de la sécurité, le président Barrow peut bien être rassuré. Le colonel François Ndiaye, commandant des forces de la CEDEAO, a déclaré hier que les conditions de sécurité sont réunies pour permettre le retour du président Adama Barrow. Dire tout simplement, Antoine, pour le moment, Barrow sera dans une résidence, une de ses résidences d'ailleurs. Oui. Ça sera pour quelque temps avant de regagner le State House. Pas d'effervescence à Banjul à l'instant? Pour le moment, non, il n'y en a pas, mais certains que vous rencontrez dans la rue vous disent qu'ils vont se rendre à l'aéroport pour accueillir le président. Mais pour le moment, rien n'indique
qu'il y aura une forte mobilisation, mais tout peut se passer à la dernière minute. Très bien, Jo Maron, merci. C'est notre envoyé spécial à Banjul, Sornana Tambaye. Rebonjour. Rebonjour Antoine. On continue avec la Gambie. Il n'existe aucun document qui garantit l'immunité à Yahya Jammeh. C'est Mohamed Ibn Chambas qui parle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, évoque plutôt une déclaration tripartite de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU concernant la libération des détenus politiques ou toute autre personne emprisonnée de façon arbitraire. Ibn Chambas ajoute que cela doit être une priorité pour le président Adama Barrow. Il était en conférence de presse. Nous allons y revenir avec Anna Rocha. Au Mali, plusieurs mouvements armés se sont retrouvés pour discuter de l'accord de paix. Avec les nombreux blocages notés, la coordination des groupes armés a jugé utile de rassembler toutes les parties concernées. Celle-ci estime que l'implication de la population est plus que nécessaire. Daoud Diouf. La rencontre avec la presse avait pour objectif de faire l'état des lieux et de rappeler à la population malienne que la mise en œuvre de cet accord est inclusive. Pour le secrétaire général de la coalition du peuple de l'Azawad, la CPA, Ousmane Ag Mohamedoun, le problème n'est pas réglé. Il a indiqué que les groupes se sont réunis pour se battre afin de régler leurs problèmes. La CMEA et la plateforme ont été incapables de mettre en place la bonne tenue de cet accord. Il ajoute que le danger de cet accord, c'est qu'il n'y a pas eu un accord. Il en est appelé à la création d'un médiateur entre les groupes armés. Le secrétaire général de la CPA déclare qu'ils sont prêts à partager ensemble le gâteau et régler les cas par cas. Il invite le gouvernement du Mali à prendre des mesures pour la réussite de l'accord. Pour lui, tout doit s'y mettre parce que ce sont les populations maliennes qui sont concernées. Le face-à-face avec la presse était présidé par l'ancien ministre Mohamed El Oumarani, secrétaire aux relations extérieures du MPSA, et il avait à ses côtés Younous Touré, vice-président du CMPE-FPR2, et Daoud El Bachir de MPSA, devenu chef d'état-major. Sornana Tambaye, du nouveau dans l'assassinat de 2 journalistes de RFI. Des révélations ont été faites dans un reportage qui doit être diffusé ce soir sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial. Plusieurs éléments confirment l'hypothèse d'un lien direct entre les négociations ayant abouti à la libération des otages d'Arlit et l'enlèvement, puis l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Le terroriste ayant revendiqué le double meurtre est le même que celui qui détenait les otages d'Arlit. L'une des questions qu'on se pose, est-ce que les 30 millions d'euros, près de 20 milliards de francs CFA, l'argent de la rançon, avait été versé intégralement à ACMI? Les assassins des journalistes auraient agi parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Ce sont des informations données par d'anciens négociateurs et des anciens du service des renseignements français. Tchad, des membres de partis d'opposition ont été arrêtés. Des arrestations arbitraires selon un député. Celui-ci dénonce également un harcèlement dont sont victimes des opposants, mais aussi la presse locale et une partie de la population. Les dernières interpellations concernent 5 cadres de la CTPD, Convention tchadienne pour la paix et le développement. C'était hier. Les membres du bureau exécutif étaient en réunion avec le président du parti lorsque la police est entrée dans la salle pour les arrêter. Le parti déclare ne pas comprendre les motifs du régime de Déby, mais depuis la présidentielle de 2016, les militants sont poursuivis et menacés. En Côte d'Ivoire, on note une avancée dans les discussions entre gouvernement et syndicats. Un comité technique mixte a été mis sur pied. Les 2 parties pourront négocier sur les mêmes bases. Pour le secrétaire général de la plateforme des organisations du secteur public, il s'agit juste de la partie technique. C'est après cette étape que lui et ses camarades sauront quoi faire. Pour le moment, il n'y a pas de satisfaction, donc la grève continue. De son côté, le ministre des Finances déclare qu'il faut toujours tenir compte des possibilités de l'État. La prochaine étape, c'est aujourd'hui. Les 2 parties vont se retrouver, mais en attendant, l'administration, les hôpitaux et les écoles fonctionnent au ralenti. On boucle cette page internationale avec la RDC. Un rapport des Nations Unies évoque de graves exactions. Des cas de violation, Antoine, des droits de l'homme qui ont connu une hausse en 2016, 30%. Des centaines de personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. À titre d'exemple, Awambaye pour les détails. Selon le rapport de l'ONU, cette augmentation s'explique entre autres par la restriction de l'espace démocratique imposée par le pouvoir du président Joseph Kabila. Dans une dépêche de BBC Afrique, il est noté que 480 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires imputables aux forces de l'ordre, parmi lesquelles plusieurs dizaines ont été tuées en septembre et décembre dernier lors de violentes contestations contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le
le mandat est terminé depuis le 20 décembre. 718 civils ont été tués par les groupes armés et selon l'ONU, les 230 imputables à la rébellion musulmane ougandaise accusés d'une série de massacres au Nord Kivu. Le rapport souligne aussi l'engagement des autorités contre l'impunité. Elles ont condamné une centaine de militaires et une cinquantaine de policiers pour des actes constituant une violation des droits de l'homme. Merci à Ombaï. Voilà Antoine, c'est tout pour la page internationale. Merci à vous, Sornanata. L'international sénégalais Baye Oumar Niasse a disputé son premier match avec son nouveau club All City. C'était lors de la rencontre face à Chelsea. L'attaquant sénégalais nous parle de son calvaire à Everton, mais aussi de son prêt à All City pour le reste de la saison. Baye Oumar Niasse est au micro de notre collaborateur Alassane Seck. Ça a été un an difficile après mon arrivée à Everton, mais là on a juste besoin de temps et c'est pour ça qu'on est venu à Hull pour essayer de trouver, avoir du temps de jeu et essayer de revoir notre forme. Maintenant, c'était un match difficile contre Chelsea ici à Stamford Bridge. On a essayé de donner ce qu'on peut, mais malheureusement ils ont été plus solides aujourd'hui, ils ont eu beaucoup plus de réussite. Maintenant on va faire avec et on va se préparer pour la semaine prochaine. Mais vous avez eu des problèmes avec Everton. Roberto Martinez vous a acheté et ensuite Ronald Koeman est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'était un changement d'entraîneur ou pas? Avec Martinez, on avait un projet qui n'était pas sur les 6 premiers mois. C'était juste les 6 premiers mois que je devais arriver. C'était juste pour essayer de connaître les partenaires, prendre temps avec le club et tout cela. Mais quand malheureusement parce qu'il a été viré du club et après un autre coach est venu, après une semaine d'entraînement et 45 minutes de match, il a décidé que j'étais pas bon pour le club. Il m'a dit d'aller voir ailleurs. Mais en ce moment, je ne pouvais pas partir parce que je voulais vraiment rester en Premier League. Et j'avais pas de proposition importante. Après, j'étais obligé de jouer avec l'équipe réserve, d'essayer d'avoir du temps de jeu. Et c'est juste en janvier que j'ai atterri à Hull. J'avais eu l'opportunité d'aller à Hull, je suis parti à Hull. Maintenant, reste à moi de montrer ce que je sais faire à Hull et pour voir après. S'il faut retourner à Everton, parce que je suis juste en prêt, je retournerai. S'il faut partir, s'il faut rester à Hull, on verra. S'il faut partir dans un autre club aussi, on verra. Mais c'est le football, seuls mes résultats le montreront. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye. En effet, à l'horizon 2020-2021, il devrait sentir une odeur de gaz dans cette ville. Des études situent les puits d'un important champ gazier à près de 130 km au large des côtes saint-louisiennes. Une manne nationale qui devrait agir sur le vécu d'une population de près de 240 000 habitants. On pourra alors parler de nouvelle ère pour une vieille ville longtemps maintenue dans une sorte de torpeur, mais qui ne devra point perdre son âme. Cette âme, bien saint-louisienne, faite d'hospitalité et de générosité, que nous percevons à travers les quartiers du continent, appelés communément Sor, c'est de l'île ou de la bande de terre blottie entre la mer et le fleuve, dite langue de barbarie. C'est dire qu'il faudra allier perspectives économiques et maintien des atouts d'un charme naturel qui fait la différence entre Saint-Louis et les autres villes du pays. Voilà qui nous permet de souligner le caractère butineux d'une population qui s'est s'adonner au petit commerce de produits provenant des terres feltures du Nord ou du secteur de la pêche qui n'est pas à l'abri de problèmes pour des raisons liées à une délimitation de zones frontalières avec la Mauritanie. Mais secteur où l'on peut remarquer, pour vivement l'évoquer, la présence de braves femmes transformatrices. On retrouve les signes évidents d'une ville qui s'efforce de renouer avec son rôle d'antan, c'est-à-dire un important centre d'échange et de commerce. Reste qu'aujourd'hui, certaines réalités ont surgi. Elles ont nom évolution rapide de la démographie, urbanisation accélérée, conséquence, on assiste en intramuraux à une réduction drastique d'espaces habitables, pour ne pas dire l'inexistence d'assiettes foncières. La nouvelle responsabilité communale sera à notre avis de réussir une politique d'assainissement et d'aménagement des quartiers et de nous poser la question de savoir si ce grand défi est à la portée d'une institution qui a un budget limite de près de 2 milliards 400 millions de francs CFA en 2016. Elle semble en tout cas s'y employer avec l'appui de partenaires extérieurs en attendant d'éventuelles retombées de l'exploitation du gaz pour Saint-Louis. Mais penser la ville, c'est également aider à la sauvegarde d'un patrimoine qui fait son histoire. Nous pensons aux vieilles bâtisses, vestiges de temps anciens, petites maisons ou hôtels en façade de chaux, de balcons en bois ou balustrades en fer forgé. Cette particularité architecturale vaut à la ville d'être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Mais pour combien de temps encore? Elle pourrait en effet perdre ce statut du fait d'une trop grande liberté
donnés dans l'île aux nouvelles constructions et au non-respect des normes de transformation. L'État et la commune sont ici interpellés. Et nous plaidons à juste raison pour une meilleure conservation des lieux et de monuments mythiques, longtemps source d'inspiration pour artistes et écrivains. La mulâtresse d'Abdoulaye Sadji arpentait les rues du nord et du sud de l'île, où parfois, toujours dans ce rêve, remontant le pont Faidherbe, nous fixions la dernière image de Karim, le héros de Ousmane Socé Diop, dans son taxi en partance pour Dakar. Autant de rêves empruntés à la fiction qui font la gloire d'une vieille ville, celle qui pourrait être écartelée entre passé nostalgique et nouvel avenir fait davantage pouvant forger son destin. Alors un seul souhait, que ce destin soit à la mesure de l'attente des populations. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Procès du meurtre de Ndiaga Diouf, le procureur plaide 10 ans ferme pour Diaz fils. Si le juge suit le parquet, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est bon pour la prison. Pour le premier substitut du procureur repris par enquête, Barthélémy Diaz n'est pas un homme exemplaire. C'est quelqu'un, assure-t-il, qui ne peut parler qu'avec les armes. Il joue avec Luc ou Adjando. Ali Sireja et souligne que l'homme n'a aucun respect pour les institutions de ce pays. Il a requis 5 ans contre Habib Dian et Boubacar Faye pour complicité. Le procureur a aussi demandé le mandat de dépôt pour le trio. Les avocats de Ndiaga Diouf réclament 150 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Aux yeux de l'observateur, le procureur accable Barthélémy Diaz puisque, comme le relève le journal, le parquet écarte la légitime défense. S'agissant de l'origine de l'arme du crime, le maître des poursuites raconte que Barthélémy a changé l'arme. Le numéro de série rayé, l'arme à plomb a été échangée avec l'arme ayant servi à tuer Ndiaga Diouf. En clair, l'arme du crime échangée au Brésil. Maître Sarr de la partie civile assure pour sa part que Barthélémy Diaz était la seule personne à détenir une arme sur les lieux du crime. À aucun moment on ne l'a vu essuyer un tir sur la vidéo. Bart a tiré 34 coups sans aucune riposte comme au Far West. Par conséquent, Maître Sarr plaide la requalification des faits en meurtre et filer le dossier à la chambre criminelle. Diaz fils, lui, selon l'observateur, n'est pas d'accord. À la barre, il nie les faits à lui reprocher. Il nie vertement avoir tué. Il souligne qu'il n'a pas tué le nervi Ndiaga Diouf et accuse le PDS. Pour le quotidien, Barthélémy Diaz est à l'ère du Wach-Wachet. Bart change de fusil d'épaule. Le confrère rappelle que l'homme politique qui, en 2011, fanfaronnait sur ses talents de tireur et sa capacité à se défendre, soutient n'avoir tiré sur personne. À quel Bart se fiait donc? En tout cas, Sud Quotidien assure que les deux parties plaident non coupables. Le procès reprend aujourd'hui à midi, mais pour Walfadjri, la justice a fort à faire avec l'équation de l'arme du crime. C'est le nœud gardien du procès. La Tribune croit savoir que c'est cette arme du crime toujours introuvable qui risque de disculper le maire de Mermoz Sacré-Cœur. L'affaire Barthélémy Diaz, soutien de Rewmi Quotidien, pose la question de l'indépendance de la justice. L'affaire Barth ou le procès du système politico-judiciaire. Quoi qu'il en soit, l'en sucré salé du quotidien dans l'au-delà. Ndiaga Diouf observe le jugement des hommes. Il a été atteint en courant après une modique somme lors d'une maudite matinée à Mermoz Sacré-Cœur. Ce jour-là, note le confrère, Ndiaga Diouf s'est retrouvé au cœur d'une bataille d'adultes qui courent pour assouvir leurs ambitions politiques. Dans l'au-delà, le juge suprême observe le jugement des hommes qui reprend aujourd'hui. Barrow attendu aujourd'hui à Banjul après 10 jours d'exil au Sénégal. Le nouveau président de la Gambie rentre chez lui, annonce Sud Quotidien. Le confrère note que l'homme le plus attendu à Banjul pourra enfin occuper le fauteuil présidentiel de la State House, moins d'une semaine après le départ en exil forcé de Yaya Jammeh. Barrow prend donc les rênes en Gambie et premier clash au sommet du pouvoir trouve enquête. Ces batailles larvées entre certaines figures phares de la coalition d'Adama Barrow, des nouvelles batailles de positionnement. Des nouvelles de Yaya Jammeh, et cela coule toujours douce à Malabo en Guinée équatoriale, dans des palaces huppés, souligne l'observateur. Libé revient sur l'histoire des véhicules volés. Selon le journal, tous ces véhicules de l'État gambien ont été mutés au nom du dictateur. Et puis sport, les quarts de finale connus, grosse percée de l'Afrique du Nord. Selon le Soleil, cette partie du continent a elle seule aligne 3 qualifiés sur 4. Koumagaoula Sek choisi pour chanter le jour de la finale. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci pour la presse du jour. Sodetiam, bienvenue. C'est Antoine. Le journal de la CAN, ce sera dans quelques minutes. En attendant, voici le rappel des titres.
Une dizaine de personnes sont mortes. Le bilan est lourd. C'est un accident de la route qui a eu lieu sur la route de Kaffrine à hauteur de la localité de Sagna. Le procès de Barthélémy Diaz se poursuit. Aujourd'hui, les plaidoiries des avocats de la défense. La baisse de l'électricité annoncée par le président Macky Sall est loin d'être un cadeau pour les consommateurs. C'est selon l'ancien ministre des Finances Moussa Touré qui déclare que l'État a fait une économie de 300 milliards de francs CFA par rapport au prix du baril du pétrole. 37e édition de la Ziara de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Muntaga Ahmadou Tall. Tout est prêt pour l'accueil des fidèles qui commencent déjà à venir. Et puis Adama Barrow, attendu cet après-midi à Banjul, le président de la Gambie nouvellement élu, quitte Dakar après un séjour de 10 jours. Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Aline Diassé, à la réalisation, El Haj Ndiogoudjen, 13h, El Haj Hassan Gueye. Voici maintenant un public reportage réalisé par Migi Maramdiaye. La culture chinoise revisitée par des étudiants africains inscrits au BEM Dakar. Du défilé à la dégustation du thé chinois, en passant par la démonstration de tambour, la démonstration de tai chi chuan, tout a été passé en peigne fin par ces étudiants. Une occasion, selon le président directeur général de BEM Dakar, Dr Pape Madické Diop, de saluer les actes posés par ce pays, partenaire de son établissement. Cette journée-là, c'est la deuxième journée chinoise. C'est la deuxième édition que nous organisons pour célébrer la relation que nous avons avec la Chine. Ce grand peuple, cette grande civilisation, dont les services ici à Dakar, l'ambassade, les services culturels et de coopération nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai rappelé, nous avons envoyé en Chine depuis maintenant 2014, début de notre collaboration avec l'ambassade de Chine, 74 étudiants. Et nous avons également 9 boursiers en poursuite d'études en Chine. Au total, 74 étudiants de BEM Dakar se sont rendus à Pékin dans le cadre de leur formation. Parmi eux, cette Sénégalaise. Daifatou Kamara nous souhaite la bienvenue en mandarin. Ça a été deux expériences très enrichissantes. Ça m'a vraiment apporté, et cela dans tous les sens, dans le sens académique, dans la vie en général. Ça m'a permis de développer mes relations interculturelles. Cette cérémonie a été marquée par la présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Dakar. Kang Hoon magnifie cette initiative qui est importante pour son pays. La fête du printemps, fête traditionnelle, la plus importante pour les Chinois, est un vecteur important de la culture chinoise. Cette fête symbolise la réunion de familles. Les Chinois sont très attachés à leur famille. Cette activité culturelle de BEM Dakar intervient à 72 heures de la fête du Nouvel An chinois qui sera célébrée ce samedi.